Nous sommes mardi 17 septembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le RTM présente toutes ses excuses aux téléspectateurs suite à une interruption des programmes en début de soirée consécutive à une panne technique indépendante de sa volonté. Des perturbations ont été constatées aussi sur le réseau de la société EDM SA. La société informe sa clientèle de Bamako que certaines de ses installations majeures ont subi les séquelles de décharge atmosphérique au cours de la tornade d'hier lundi. Les dispositions sont prises pour une normalisation rapide. La société EDM présente ses excuses pour ces désagréments. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré cet après-midi les délégués des différents groupes armés du nord du Mali. Il s'agit du MNLA, du HCUA, du MAA et du Front patriotique pour la résistance. Les groupes armés sont à Bamako dans le cadre d'une rencontre visant à mieux préparer les prochaines négociations en vue d'une sortie définitive de la crise du Mali. Alors, avec ses interlocuteurs, le chef de l'État a été très clair. Tout est négociable, sauf l'autonomie des régions du Nord et de l'intégrité territoriale du Mali. Compte rendu, Boubacar Bourama Traoré. C'est un président de la République détendu et souriant qui rencontre les représentants des différents groupes armés du Nord. Entre fils des mêmes pays, ils ont parlé de la situation dans la partie septentrionale du Mali. Le chef de l'État a assuré ses interlocuteurs sa ferme volonté à résoudre la crise par la voie des négociations. Mais attention, avertit le président Ibrahim Boubacar Keïta, tout ne sera pas négociable. Il n'est rien dont on ne puisse parler qui soit vos préoccupations aujourd'hui est légitime. Tout, à part la séparation, Dieu nous a fait en parallèle de ce pays, nous resterons en parallèle de ce pays. Ma responsabilité devant l'histoire et les hommes, le serment que j'ai prêté au nom de ce pays, de cette République, c'est l'intégrité territoriale du Mali. De cela, je ne négocie pas. Tout le reste est envisageable, sauf l'indépendance et l'autonomie. Il faut que nous fassions confiance pour l'essentiel. L'essentiel, c'est ce pays développé de manière harmonieuse, du nord au sud, d'est en ouest. Cela, j'en prends l'engagement solennel dans la mesure des moyens qui me seront donnés, que je rechercherai également, que j'ai le devoir de rechercher, pour faire en sorte que dans ce pays, il y ait cet équilibre de développement, cette harmonie de développement, et que, où que l'on est, on se sente chez soi. Dans ces valeurs, respectées, reconnu, mais dans un ensemble cohérent. Quand les fils d'un grand pays se retrouvent, ils ne peuvent ne pas se comprendre. Le message présidentiel est on ne peut plus clair. La volonté commune ici est de redonner au Mali toutes ses lettres de noblesse. Il faut féliciter le gouvernement de la République du Mali. Il a réussi à mettre autour de la même table les responsables du MNLA, du Haut Conseil, du mouvement arabe Lazawad et la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. C'est un exploit extraordinaire. C'est un petit pas vers la paix, mais c'est quand même un pas très important pour le reste à faire. Et ce que nous espérons avoir obtenu, c'est la volonté politique de redresser tout ce qui le mérite. Je pense que le président de la République, en la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas quelqu'un qui ignore le problème. Nous espérons aussi, tous nos espoirs sont basés sur lui pour trouver une solution définitive à ce problème qui a causé tant de morts, tant de vies pendant plus de 50 ans et on n'a jamais trouvé une solution définitive. L'espoir existe toujours, c'est-à-dire on ne peut pas perdre l'espoir parce que c'est une fait d'une responsabilité. Ces pays, et même le président l'a reconnu, c'est-à-dire tout est négociable sauf l'intégrité territoriale de ce pays. Donc il faut négocier, tomber d'accord sur une solution bien négociée. Chacun trouve sa place. Je pense que le mot du président est clair là-dessus. Le président de la République est formel.
Rien ne peut se construire sans la confiance, sans la stabilité. Que les malices cessent, que les préjugés s'estompent, que vienne le temps de la confiance retrouvée. En la chose qui est mienne, je souhaite me dire que ce dont le Tout-Puissant m'inspirera. Et ce que je dirai, je le ferai. Ce que j'accepterai, je l'accepterai. Ce sur quoi je ne serai pas d'accord, je le dirai aussi très clairement et très franchement. Mon seul propos, mon seul souci, c'est que sur cette terre qu'Allah nous a donnée en partage, nous puissions y vivre en frères, en parents, en plus que parents. Et cela, je pense, dépasse tous nos sentiments autres. Cette conscience, je l'ai profondément de mon être. Je ne tromperai jamais un frère. Jamais. Les groupes armés du Nord rencontrent le chef de l'État après leur réunion de 3 jours. Réunion au cours de laquelle ils ont passé en revue les questions de la gouvernance et de la sécurité dans la partie nord du pays. Bourama Traoré vient de le dire, effectivement, ces groupes armés étaient réunis ici à Bamako. Il s'agit d'une initiative du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et il s'agissait aussi de baliser un terrain propice au processus de réconciliation nationale. Au cours de ce journal, nous serons à mesure de vous proposer le compte-rendu des conclusions de cette conclave tenue ici à Bamako par les groupes armés avec notre reporter Bourama Traoré. Je vous le disais dans les titres, le gouvernement travaille sur un projet de décret relatif à la fixation des dates des législatives. Et pour une implication de la classe politique, le Premier ministre Oumar Tatamli a rencontré hier les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Compte rendu signé Amadou Sankaré. Un peu plus d'une semaine après la mise en place du gouvernement, le Premier ministre Oumar Tatamli reçoit les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'il s'est entretenu tour à tour avec les 15 formations politiques de l'hémicycle. Mais quel était le sens de cette démarche? Ces rencontres étaient des rencontres de prise de contact. J'ai souhaité inaugurer un cycle d'entretien en reconnaissance du rôle qui est celui des partis politiques dans une démocratie. N'oublions pas que la Constitution pose que les partis contribuent à l'expression du suffrage universel. Dans la perspective de la refondation institutionnelle que le président de la République a appelée de ses voeux, il est important que dans un cadre démocratique, le Premier ministre rencontre les partis politiques. Le chef du gouvernement a entretenu ses interlocuteurs de la convocation très prochaine du collège électoral pour la tenue des législatives. Nous avons évoqué la question des législatives à venir. Je les ai rassurés quant au fait que dès le lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle, les services techniques en charge de la préparation des élections se sont attelés à corriger les insuffisances constatées ici et là, en complément de l'élection d'un président de la République légitime, légitimité à laquelle s'adosse le gouvernement, nous puissions disposer également en face d'une assemblée légitime qui servira de cadre à l'élaboration, à l'adoption des lois et donc qui est indispensable à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Par rapport à ces législatives, est-ce qu'il y a déjà des dates? Nous sommes en train de travailler sur un projet de décret, j'en ai parlé avec eux. Ce projet de décret fera l'objet qui convoque le collège électoral fera l'objet d'un examen au Conseil des ministres et au sortir du Conseil des ministres, je vous indiquerai officiellement la date à laquelle le collège électoral est convoqué. Sur cette question, le parrainat et le PDS ont souhaité l'organisation d'une large concertation avant la convocation du collège. Outre ce sujet, le Premier ministre a abordé la question relative au cadre de concertation dans lequel il entend impliquer les partis politiques pour la mise en œuvre de l'action gouvernementale.
Vous pourrez suivre après ce journal un magazine sur cette rencontre avec la réaction des 15 partis politiques à l'issue de l'entretien que leur a accordé le chef du gouvernement. Et ça sera une réalisation de Amadou Sankaré. L'Union européenne s'engage à soutenir le Mali dans son processus de stabilisation. Michel Reverend de Monton, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, l'a dit au Premier ministre au cours de l'audience que le chef du gouvernement lui a accordée. L'ancien ambassadeur de France dans notre pays n'a pas occulté les récents événements survenus à Kidal. Et quant au ministre nigérien des Transports, lui était porteur d'un message du Premier ministre nigérien à son homologue malien. Le compte-rendu de ces deux audiences avec Mohamed Jara. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel est venu échanger avec le chef de gouvernement sur le dernier développement de la situation au Mali. Et sans surprise, c'est le cas Kidal qui a dominé les échanges. Nous avons parlé de tout ça, il y a un processus qui avance. Le Premier ministre m'a confirmé à quel point lui-même et le président voulaient avancer, voulaient prendre en œuvre ce processus, que tout le monde trouve sa place, que les revendications légitimes soient prises en compte, que le dialogue avec la communauté internationale et tous les partenaires soient engagés. Tout ça avancera. Moi, j'ai une pleine confiance dans les nouvelles autorités de Bamako quant à leur volonté, à leur capacité de mener à bien tout ce processus le plus vite possible, dans l'intérêt de toute la population malienne. Aujourd'hui, le Mali retrouve sa place dans le Conseil des Nations et bénéficie de la confiance de la communauté internationale. Le Mali a montré que la meilleure sortie d'une crise, c'est la démocratie, c'est les élections, c'est la mobilisation de la population autour de la reconstruction d'une volonté politique. Alors, bien sûr, l'Union européenne, avec toute la communauté internationale, l'Union européenne, moi-même, nous avons envie de poursuivre notre aide au Mali. Nous avons pris des engagements importants à Bruxelles, notamment le 15 mai dernier. On a envie de pouvoir mettre en œuvre tous ces engagements dans les meilleures conditions. Et j'ai garanti, bien sûr, au Premier ministre qu'on ferait tout pour avancer. Le Niger aussi apprécie la bonne organisation des élections présidentielles au Mali. Un exemple qui, selon le ministre des Transports nigérien, doit inspirer plus d'un. L'hôte du Premier ministre n'était pas venu pour féliciter seulement. Il était aussi porteur d'un message du Premier ministre nigérien à son homologue malien. Le Premier ministre nous a envoyé, mais tout ce qui est sûr, c'est que le Niger est candidat aux élections de l'Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs qui va se dérouler à Kinshasa. Certainement, nous demanderons la voix du Mali. De ces audiences, un seul constat se dégage. La volonté des amis du Mali de l'accompagner pour assurer la stabilité du pays. Gage d'une paix durable. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était à Tombouctou hier. Au cours de son séjour, il a rencontré le personnel de la MINUSMA et les organismes humanitaires. Le ministre a également visité les vestiges des mausolées et autres lieux de culte profanés par les terroristes. Le point avec nos envoyés spéciaux Alousseni Touré et Abdoulaye Diarra. Plusieurs lieux de culte profanés ont été visités par le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed. Devant ce spectacle digne d'une autre ère, le ministre et sa délégation n'ont eu d'autre attitude que de l'indignation et surtout la promesse de reconstruire au plus vite les lieux de mémoire et les infrastructures qui ont subi d'énormes dégâts de la part des terroristes. Il faut réhabiliter rapidement tous les mausolées qui ont été détruits conformément aux traditions séculaires de la ville de Tombouctou. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds qui se sont engagés à aider à la réhabilitation de ces monuments doivent les faire dans la tradition de Tombouctou avec les maçons de Tombouctou, mais ne pas amener des compagnies d'ailleurs pour faire cela. Je crois que c'est très important pour conserver ce cachet et ce respect de ces traditions au niveau de cette vieille ville pleine de culture. Dans le processus de sécurisation, le Mali a reçu l'appui de la force internationale et des organismes humanitaires comme OCHA. Le ministre a tenu à les rencontrer et à tirer avec eux les enseignements qui s'imposent. J'ai visité la MINUSMA, j'ai visité les autres partenaires au développement. Il faut que nos forces armées et de sécurité
et des moyens adéquats. Avec la MINUSMA, il crée des checkpoints dans les grandes villes, à l'entrée des villes, où les réfugiés peuvent venir de manière organisée parce qu'il y a un screening qui s'impose. On craint les infiltrations. Auparavant, le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed a rendu visite aux notabilités de la ville des 333 saints. À ces patriarches, il a demandé beaucoup de prières pour le Mali. En retour, ils ont demandé que les négociations soient inclusives et se tiennent au Mali. Par ailleurs, la délégation a rendu visite aux forces armées maliennes présentes à Tombouctou. Première visite du ministre de la Défense et des anciens combattants à Gao. Soumeilou Boubaï Maïga a rencontré les chefs d'état-major, les directeurs des services des armées et a profité de son séjour pour avoir des contacts avec le PC Maliba et la Daouda Zoumana Traoré. C'est aux environs de 10h40 que l'avion des Nations Unies transportant le ministre de la Défense et des anciens combattants et sa délégation a atterri à l'aéroport de Gao sous un soleil de plomb. Revue des troupes, visite de courtoisie à l'opération Serval et remerciements aux Français pour avoir aidé le Mali et toute l'Afrique dans la lutte contre les terroristes. Non loin de là, au camp militaire Firoun, le ministre Soumeilou Boubaï Maïga a donné le ton à la décoration des troupes du théâtre des opérations Maliba du Nord. Sur place, 15 éléments, tous corps confondus, ont reçu leur médaille de la campagne. Une fierté pour le ministre. C'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu votre action, votre détermination, vos victoires, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je vous encourage donc à continuer dans cette voie-là. Et cette situation, même si elle nous a causé beaucoup de drames, vous a aussi permis de vous mettre en valeur et de vivre votre honneur de soldat. Et si vous avez accompli votre devoir, c'est que vous avez réhabilité le sens de l'honneur. Le ministre, soucieux de l'accomplissement correct de sa mission, s'est retiré avec les troupes du théâtre des opérations Maliba. Secret de défense oblige, la presse est tenue à l'écart. Mais au sortir de la salle, le ministre résume. Ça m'a permis aussi de me rendre compte davantage des difficultés que nous avons, ou des défis que nous avons à surmonter, qui sont des défis relatifs au renforcement de nos capacités, faire en sorte qu'ils aient les meilleures conditions de travail possibles, mais de manière à relever tous les défis qu'ils ont. Les forces armées et de sécurité du Mali seront toujours prêtes à accomplir leur mission régalienne. Il fut un moment, on ne pensait pas qu'on allait être dans ces zones. Mais une fois que nous sommes les premiers à venir, il faut s'attendre aux difficultés. Et ce n'est pas en un jour qu'on va avoir les solutions pour les difficultés, parce qu'il n'y avait personne dans ces zones. Donc tout manque dans la zone, et c'est notre attitude de militaire, notre engagement, qui nous permettra de vivre dans ces zones en attendant l'arrivée de tous les moyens. La délégation ministérielle s'est rendue au secteur est de la MINUSMA, où elle a rencontré les contingents tchadiens, nigériens et sénégalais engagés aux côtés de leurs frères d'armes du Mali. Nous sommes à Gao, restons-y pour signaler que l'UNICEF vient de doter une dizaine de services publics de Gao en matériel bureautique, mobilier, groupes électrogènes et autres pour 19 millions de francs CFA. Cet appui en matériel renforcera la capacité de ces services dans l'exécution de leur mission. Drissa Koné. Certains premiers lots composés d'un générateur de 18 caviar, 2 congélateurs, un lot de médicaments et 2 lits destinés au centre de santé de référence de Gao. D'un montant de plus de 13 500 000 francs CFA, cette aide servira d'améliorer le rendement du CCRF. Cette donation vient à point nommé. Ça permet de renforcer le plateau technique, surtout c'est du matériel destiné à la prise en charge au niveau des femmes enceintes. Nous sommes en train de mener des activités de campagne et ce générateur de maintenir la chaîne de froid. Les autres services comme l'académie d'enseignement, les directions régionales chargées de la santé, du développement social, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de la planification et de la population se partagent un second lot de mobilier et de matériel bureautique ainsi que 4 groupes électrogènes de 5 caviar d'une valeur de 5 500 000 francs CFA. Ce geste de l'UNICEF estimé à plus de 19 millions de francs CFA permettra aux structures bénéficiaires d'avoir de quoi redémarrer leur activité. Donc aujourd'hui, on est arrivé avec du matériel
vraiment de soutien administratif. Ce sont des petits générateurs, ce sont des rames de papier, des stylos, des chemises, du mobilier aussi. Il y a différentes choses pour vraiment fonctionner en tant qu'administration sectorielle. Je suis vraiment très très contente parce que j'avais plusieurs objectifs. Bien sûr, remettre ce matériel ici, mais aussi installer le chef de bureau de zone à Gao, parce que le bureau est vraiment en train de grandir et de grossir. Et le chef de bureau de zone, Mohamed Enfal, est ici avec moi. Je vais l'installer officiellement. Le don que vous allez livrer tout à l'heure nous renforce et nous réconforte dans la lutte quotidienne que nous menons sur le terrain. L'UNICEF, qui n'est pas à son premier geste à Gao depuis la libération, a d'autres projets en cours. Mesdames et messieurs, chose promise, chose due, voilà, nous retrouvons le reportage de Bourama Traoré sur la rencontre des groupes armés du nord du Mali qui étaient là, réunis ici à Bamako pour baliser un terrain propice au processus de normalisation dans les régions du nord. C'est une première. Les groupes armés du Nord autour d'une même table pour harmoniser leurs positions en vue des futures négociations. C'est l'exercice auquel se sont attelés les représentants du MNLA, du HUA, du MAA et du FPR, Front Patriotique pour la Résistance. Au terme de 3 jours de rencontres, une déclaration conjointe a été adoptée, dans laquelle les différents groupes armés du Nord réaffirment leur attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Nous, groupes armés du Nord du Mali, réaffirmant notre attachement au principe de l'intangibilité des frontières tel que consacré par l'acte constitutif de l'Union africaine, soucieux de protéger l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la République du Mali, déterminés à assurer un développement socio-économique équitable et équilibré de toutes les régions du Mali dans le respect de la diversité de ses communautés, réaffirmons notre volonté de mettre en commun nos efforts pour la résolution définitive de la crise dite du Nord Mali, instituant une cellule de contact et de suivi constituée des représentants de tous les groupes armés pour la suite des autres rencontres. Le ministre de la Réconciliation et du Développement des régions du Nord salue l'adoption de cette déclaration conjointe qu'il qualifie de très positive. Pour Cheikh Oumar Diarra, un jalon important vient d'être franchi dans le traitement et la gestion de la crise. Je pense que le fait d'avoir mis en place une cellule chargée d'harmoniser et de coordonner les différentes actions que vous allez entreprendre est une étape importante qui va nous permettre d'aller vers une plus grande cohésion dans la manifestation des points de vue de chacun d'entre vous. Le président de la République a pour souci fondamental de réconcilier les Maliens. C'est pour ça qu'il a créé ce ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Nous sommes tous conscients que la stabilisation politique de notre pays passe par la réconciliation entre les Maliens. C'est ensemble qu'on peut trouver une solution définitive et durable à la crise du Nord. Et les groupes armés semblent en être convaincus, au nom desquels les représentants du MNLA rassurent les autorités maliennes. Je tiens aussi à vous réaffirmer que notre engagement ne fera pas défaut dans le cadre de la construction d'un grand Mali qui est le rêve de tous les Maliens pour que nous vivons définitivement en paix du nord au sud, d'est en ouest. Mais cela nécessite vraiment un courage et une détermination suivi d'une franchise et d'une honnêteté que chaque Malien et chaque Malienne doivent se regarder les yeux dans les yeux et se dire cette triste vérité, même si elle blesse, c'est avec ça que nous pourrons construire un lendemain meilleur. D'accord, répond le ministre Cheikh Oumar Diarra, pour qui il faut rétablir toute la vérité de la crise du Nord. Et le gouvernement du Mali, dit-il, tiendra tous ses engagements. Nous n'aurons pas peur de la vérité, nous affronterons la vérité avec courage. Et nous allons écouter tout le monde. Chacun a une histoire à raconter. Et l'histoire de chacun est importante pour le Mali. Donc je vous donne l'engagement que nous écouterons tout le monde, que nous accepterons la vérité avec courage, détermination
et que nous ferons en sorte que les Maliens puissent se réconcilier entre eux, se réconcilier avec l'État. Le ministre Diarra de conclure par cette conviction. Ce sont les Maliens réconciliés et unis qui peuvent faire face aux défis du développement. L'actualité sur un tout autre plan, la bourse régionale des valeurs mobilières est passée depuis hier lundi à la cotation en continu. Il s'agit d'un nouveau mode de cotation qui permet de connaître en temps réel l'état du marché d'une valeur avec plusieurs cours de la journée. Ceci, contrairement au fixing qui établit un seul cours par jour. Le lancement de l'opération a eu lieu hier à Abidjan sous le parrainage des autorités de l'UEMOA. Le récit de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Abdoul Salam Bambara et Soumeila Berté. La Bourse régionale des valeurs mobilières franchit un nouveau palier dans la modernisation de son système de cotation. Après des années de fonctionnement au fixing, la BRVM opte pour la cotation en continu. À la différence du fixing qui permet de déterminer un cours unique pour une valeur, la cotation en continu favorise un plus grand nombre d'échanges. La cotation en continu permet de connaître en temps réel l'offre et la demande disponibles en fonction des anticipations des investisseurs et aboutit à la détermination de plusieurs cours pour une valeur pendant la même journée. Cette innovation répond à l'objectif de la Bourse régionale des valeurs mobilières de dynamiser son marché par l'amélioration de son attractivité et de sa liquidité ainsi que de son positionnement international. Des défis majeurs pour cet instrument d'intégration sous-régionale. Nous sommes aujourd'hui réunis pour relever un autre défi après beaucoup de réalisations dans le cadre de l'organisation interne, la formation des cadres et tout. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la cotation en continu, parce que la cotation qui était exercée, c'est une cotation fixée, ce qui veut dire que la cotation était faite une fois par jour. Mais maintenant, la cotation va prendre, il y aura une cotation d'entrée. Alors maintenant, ça va prendre près de 4 heures ou 5 heures de cotation. La cotation en continu donnera une nouvelle dimension à notre bourse après 15 années de cotation au fixing. Elle permettra d'accroître sa notoriété et ses performances pour un meilleur financement des économies de notre Union, qui ont besoin d'importantes ressources pour financer les infrastructures, l'éducation et les programmes de santé. La cérémonie de lancement de ce nouveau mode de cotation a été suivie d'une conférence de presse à l'occasion du 15e anniversaire de la BRVM. Assurément, le 16 septembre reste une date symbolique dans la vie de cette institution sous-régionale. 15 ans après sa création, à cette même date, voilà qu'elle innove son système de cotation et se conforme aux standards internationaux. Preuve de ce changement qualitatif, un écran géant a été dévoilé et qui diffuse en temps réel des informations boursières au grand public. Nous retrouvons l'actualité dans notre pays. Le ministre de la Santé, lui, continue sa visite de terrain. Il s'est rendu au CHU du Point G pour s'enquérir des conditions de travail du personnel de cette structure. Khadija Kone était de cette visite. Le marathon du ministre de la Santé continue. Après la visite du CESCOM de Banconi et le CHU Gabriel Touré, c'était au tour des responsables du CHU du Point G de recevoir la délégation du ministre Ousmane Koné. Première structure hospitalière de notre pays, l'hôpital du Point G est confronté à d'énormes problèmes tels que les coupures d'électricité. C'est d'ailleurs dans l'obscurité que le ministre a effectué sa visite. Première étape de cette visite, le service d'imagerie. Appareils d'ancienne génération, chantiers abandonnés sont entre autres les problèmes de ce service. À quelques pas de là, le service nephrologique, où se trouve l'unité de dialyse. Ici aussi, le personnel rencontre d'énormes difficultés, 31 générateurs pour 60 dialyses par jour. Le service compte aujourd'hui 250 malades dialysés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène s'est rendu également au service des maladies infectieuses. Insalubrité et délabrement des bâtiments sont les constats à ce niveau. Chose très fréquente d'ailleurs dans l'hôpital du Point G. Ce service s'occupe de la prise en charge de l'hépatite, du tétanos, du choléra, de la méningite, de la tuberculose et du VIH-Sida. Avec le manque de personnel et d'équipement, la nephrologie reçoit une trentaine de patients par jour.
Membre du conseil d'administration de l'hôpital du Point G et conseiller technique pendant 11 ans au département de la Santé, les difficultés recensées lors de cette visite sont familières au ministre Koné qui s'engage à trouver des solutions à certains problèmes. On va mettre en place un organe de réflexion. Il y a un certain nombre de problèmes qui reviennent souvent. Ce sont des problèmes de maintenance concernant le matériel médical. Ce sont des problèmes de génie civil, des chantiers commencés non achevés depuis longtemps. Je crois que ces problèmes communs, nous allons mettre en place une équipe qui va réfléchir. Nous allons réfléchir ensemble et puis essayer de voir quelle est la solution qui est convenable à quel cas. Et nous allons traiter au cas par cas. Le ministre Ousmane Koné a beaucoup insisté sur l'hygiène dans les hôpitaux et recommande au personnel de se remettre en cause tout en renforçant leurs capacités pour une bonne qualité des soins au Mali. Bamako, ville propre, pour débarrasser la capitale des ordures, il faut près d'1 milliard de francs CFA de la mairie du district. C'est du moins ce qu'a déclaré le premier adjoint au maire du district. C'était ce matin au cours du lancement de l'opération d'assainissement de la ville de Bamako. En attendant que la mairie rassemble cette somme, voilà qu'une bonne volonté de la place Tougouna Agro-Industrie décide de s'approprier l'opération. L'opération qui va dans la ligne droite à rendre Bamako salubre, cela en cette veille de cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Alpha Mega a suivi. C'est parti pour l'opération assainissement de la ville de Bamako. Et c'est par la commune 2 essentiellement faite du centre-ville, centre commercial qui a servi de point de départ de l'action. Nous sommes très en retard, mais avec la volonté et les moyens que nous avons, nous sommes sûrs de pouvoir faire quelque chose de très très sensible, très visible. En tout cas, sur les principaux axes sur lesquels nous avons à travailler. Il y a beaucoup d'ordures dans la ville. Nous devons recevoir d'éminents responsables de la sous-région à l'occasion de l'investiture du président de la République. Faisons en sorte que l'administration, sinon même l'État, voie que ce taxe partenariat privé-collectivité est un outil important pour la décentralisation et ça mérite à pérenniser. Il s'agit à travers cette opération de rendre la capitale propre. Et cela grâce aux moyens techniques et financiers de Tougouna Agro-Industrie. Mais nous nous rendons compte qu'à Bamako, personne ne paye les taxes. Et les mairies n'ont pas autre ressources. C'est ce qui nous amène dans des situations... La ville aujourd'hui, pour le nettoyer clairement, c'est pas moins du milliard. Avec Tougouna, vous voudrez arriver à aménager un endroit pour qu'on puisse recevoir ces bouts-là et par système de traitement à ciel ouvert, le lagunage, pour qu'on puisse gérer ça. Il faut des moyens. Les usagers du Raïda, qui de jour comme de nuit cohabitent à la fois avec les déchets et les malfrats, ne cachent pas leur satisfaction. Ah, c'est très bien. Et vous avez travaillé pour nous et pour les autres. Nous apprécions vraiment le service ainsi rendu. Ainsi, Bamako, la capitale, fait peau neuve. Seulement, il faut dire qu'en matière d'assainissement, les défis restent énormes. En témoigne ici la présence depuis des années de cette montagne d'ordures qui se mire au bord du fleuve Niger. Bamako, ville propre en cette veille de cérémonie d'investiture du président de la République. La cérémonie d'investiture du président de la République est prévue pour jeudi prochain. Déjà, beaucoup de chefs d'État et de personnalités du continent et d'ailleurs feront le voyage de Bamako. Et les premiers chefs d'État et de délégation vont commencer par rallier Bamako demain et l'ORTM, comme à son habitude, sera au cœur de l'événement et vous fera vivre en direct demain ces arrivées de personnalités dans notre capitale. À l'occasion de la venue du roi Mohamed VI du Maroc, commandeur des croyants à Bamako, le président du Haut Conseil islamique du Mali invite la communauté musulmane entière du district de Bamako à lui réserver un accueil fraternel et mémorable digne de son rang. Demain, mercredi 18 septembre, à partir de 16h au niveau de la Tour de l'Afrique, et cela jusqu'à la résidence de l'ambassadeur du Maroc.
Le bureau exécutif central du Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjaniya, le bureau aussi informe l'ensemble de la communauté musulmane du Mali que Sa Majesté le roi Mohamed VI sera en visite à Bamako à partir de demain, et à cette occasion, le COFENAT invite tous les chers Khalif, Mokadem et adeptes de la Tariqiya et tous les aïwas et mosquées à sortir massivement pour réserver un accueil chaleureux et un séjour mémorable à notre illustre hôte, Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Inauguration de l'unité de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive à Djema. Cette unité permettra une meilleure prise en charge des enfants malnutris référés au centre de référence de Djema. Le compte-rendu de Jafar Aïdara. Cette unité de récupération des enfants malnutris référés au CCRF de Djema vise à améliorer le statut nutritionnel à travers des interventions dans le domaine du dépistage et de la prise en charge nutritionnelle et contribuera à appuyer les autorités sanitaires pour une meilleure prise en charge des enfants malnutris référés. À travers cette réalisation, Save the Children vient d'enlever une épine de nos pieds, car elle aura pour vocation la prise en charge de la malnutrition aiguë, sévère avec complications chez les enfants de moins de 5 ans et référés. Ce qui permettra sans aucun doute d'améliorer les conditions de séjour des enfants malnutris en provenance de nos villages et hameaux. À titre d'illustration, au premier semestre de 2013, sur 547 cas malnutris sévères attendus, le district sanitaire de Djema a enregistré 893 cas, soit un taux de 163%. Devant cette situation grave, l'ONG internationale Save the Children, fidèle à ses principes, à savoir la protection de la vie des enfants et la sauvegarde de leurs droits, a réagi à temps. Ce centre Urénie que nous sommes en train de remettre aujourd'hui faisait partie de ce paquet, je dirais, d'accompagnement pour récupérer les enfants et faire en sorte qu'ils retrouvent la santé d'abord et qu'ensuite ils grandissent convenablement et qu'ils puissent aller à l'école comme ils le font aujourd'hui où il n'y a pas de crise. Ce bâtiment appelé Urénie est composé d'une salle d'hospitalisation de 20 lits avec matelas, d'une salle de consultation, d'un magasin, d'un bureau équipé pour un coût de plus de 13 millions de francs CFA. À Koulikoro, plus de 590 millions de francs CFA, c'est le montant d'un accord d'exécution lancé ce mardi par les autorités dans le cadre du renforcement de la décentralisation en deuxième région. Le point avec Seydou Traoré. Le lancement des activités de l'accord d'exécution pour la mise en œuvre de l'appui au gouvernement de Koulikoro concrétise ainsi les programmes indicatifs de coopération 2009-2013 entre la Belgique et les autorités du pays. À travers le projet d'appui à la décentralisation de la région de Koulikoro PADK2, le partenaire belge vient d'apporter un accompagnement considérable au service déconcentré de l'État dans l'appui conseil aux collectivités territoriales. Le dit accord signé par le ministère de l'administration territoriale, le gouvernement de Koulikoro et la coopération technique belge prévoit un montant de plus de 590 361 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous devons nous réjouir d'avoir avec nous la coopération technique belge, ce partenaire constant, ou combien constant, j'allais dire, de notre région qui a bien compris que la réussite d'une réforme de décentralisation dépend aussi d'une bonne stratégie de déconcentration. La CTB est également convaincue que décentralisation et déconcentration doivent aller de pair et que les collectivités territoriales ne pourront pas atteindre leur pleine efficacité sans l'accompagnement des services de l'État. Le PADK 2 mettra à la disposition du gouvernement de Koulikoro, à travers cet accord, des moyens financiers pour la planification opérationnelle annuelle des ressources humaines et des véhicules. C'est là dans le but de rendre effective la décentralisation en deuxième région. Le ministère de l'administration territoriale se réjouit de cet important concours financier du projet d'appui à la décentralisation sur le financement belge qui constitue une réponse appropriée à l'intégration systématique de la décentralisation et de la déconcentration au service de la stratégie de développement économique local et régional. Avec cet accord de haute portée, les autorités du pays et le partenaire belge marquent un signal fort dans l'appui multiforme aux actions de développement économique dans les secteurs de la région de Koulikoro. Le PADK-D, qui a une durée de 5 ans,
à une enveloppe d'environ 4 milliards 899 millions de francs CFA. Élan de solidarité à l'endroit des victimes des inondations, Qatar Charité et son partenaire d'exécution Vibonne volent au secours des victimes des inondations des communes de Bamako et de Kati. Les dons d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA sont constitués de vivres et de médicaments, nous dit Fademba Keita. À travers cette action humanitaire, Qatar Charity et son partenaire d'exécution Vibonne a tenu les souffrances des victimes d'une catastrophe naturelle. Elle s'inscrit dans le cadre de leur programme intitulé « Toute action visant l'amélioration des conditions d'existence de ces populations cibles ». Qatar Charity et Vibonne, en ces moments difficiles que vivent ces familles sinistrées, viennent contribuer auprès des autorités à atténuer la souffrance des victimes des inondations par les dons de kits composés de 20 tonnes de riz et de mil pour 400 familles, 800 litres d'huile, 400 couvertures, 400 nattes, 400 bouillards à laver les mains, 200 cartons de savon, 400 boîtes de grésil, 400 litres d'eau de javel, 400 moustiquaires imprégnés, un lot important de médicaments contre le paludisme et les infections. Pour le donateur, le geste est l'une des missions phares de l'Organisation humanitaire internationale. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à nos donateurs depuis notre siège au Qatar, qui, depuis l'annonce de cette catastrophe, se sont manifestés par cette action concrète pour atténuer considérablement les effets néfastes de la situation que nos frères et sœurs ont subis. Cet appui, selon le premier responsable de l'urbanisme, réconforte ceux-là dont les constructions ont été détruites, les biens matériels emportés par le courant d'eau. Demander aux collectivités territoriales de faire en sorte que ces vivres matériels, biens, aillent aux bénéficiaires le plus rapidement possible, que les gens qui sont durement éprouvés, qui vivent dans les écoles, puissent avoir un peu de réconfort par ce geste. Qatar Charity, en partenariat avec l'ONG Vibonne, dans son élan de solidarité islamique, intervient au Mali dans plusieurs domaines. Appui envers les démunis, les déplacés des conflits armés, l'éducation, la santé, la construction des mosquées, entre autres. Autre élan de solidarité, autre geste de solidarité, c'est celui de la présidence de la République qui se manifeste en faisant un geste de solidarité aux populations victimes de la crise alimentaire de ces 2 dernières années. La présidence de la République vient de mettre à la disposition de l'Association pour l'appui au développement global plus de 520 tonnes de riz. Et c'est 6 000 ménages de Nioro du Sahel qui sont concernés par cette donation. La correspondance de Moussa Diakité. La campagne agricole 2012-2013 a démarré dans des conditions socio-économiques difficiles. Aussi, la hausse exceptionnelle des prix des céréales consécutive au déficit pluviométrique a été enregistrée dans plusieurs localités du pays et particulièrement dans plusieurs communes des cercles de Nioro, Yelimane, Djema et Kaï. Fort de ce constat, l'Association pour l'appui au développement global, la ADG, a voulu apporter une assistance alimentaire pour répondre aux besoins immédiats des populations de ces zones, leur permettant d'atténuer d'une part les effets néfastes de la crise alimentaire et ceux des aléas climatiques, d'autre part de lutter efficacement contre la malnutrition au niveau communautaire. Je suis vraiment ravi d'avoir au nom de nos populations diminuées encore des aides de la part de l'ADG. Et cela est une tradition maintenant. Donc c'est encore une fois un sentiment de joie qui m'anime, surtout en cette période de soudure. En relation avec la commission locale, 33 350 personnes issues de 6 670 ménages vulnérables sont concernées par cette opération à raison de 18 kg de riz chinois et un paquet de dates par bénéficiaire fournis par la présidence de la République à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. On ne peut pas recevoir d'un bienfaiteur un bien qu'on utilise autrement. Tout ce que nous recevons ici est utilisé avec parcimonie et à bon escient. Ça, n'en doutez pas. Pour ce lancement, 426 personnes démunies du cercle de Nioro ont bénéficié du don. Deuxième du genre dans cette zone, l'action très vivement saluée par les bénéficiaires s'inscrit en droite ligne dans la politique du gouvernement de notre pays à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition.
Une cinquantaine de jeunes du réseau Amnesty International sont en conclave depuis ce matin à Sibi. Sibi, c'est à 45 km de Bamako. Les jeunes apprennent les techniques indispensables à la protection et à la promotion des droits humains dans notre pays. Envoyés spéciaux Sidi Modibo Dambélé et Abdrahman Meiga. Permettre aux jeunes de maîtriser les contours liés au droit humain international avec en toile de fond l'Amnesty International et ses missions. Voilà l'exercice auquel s'attellent plus d'une cinquantaine de jeunes à ce forum de Sibi. À travers cette rencontre de 3 jours, Amnesty International prépare la jeunesse malienne à jouer tout son rôle dans la défense et la promotion des droits humains au Mali. Le militantisme a été notre arme pour faire la lumière sur les violations des droits humains et les faire cesser un peu partout dans le monde. Amnesty International nous a donné ces créneaux d'expression pour participer à la construction d'un monde juste et sans violence. La recherche d'un monde sans violence a toujours été le cheval de bataille d'Amnesty International. Réussir cet engagement dépend de l'implication des jeunes. C'est pourquoi cette première édition se veut une occasion pour doter les jeunes de connaissances leur permettant d'amorcer les préparatifs de 2 grands défis d'Amnesty International, notamment les campagnes sur la sécurité et les droits humains et l'éducation aux droits humains à travers le thème « Mon corps, mon droit ». Les jeunes sont l'avenir et le jeune qui est éduqué, c'est lui qui va être le responsable de demain. Nous avons un grand problème éducation aux droits humains que nous adressons aux jeunes. C'est pour les éduquer en droits humains, pour qu'à leur tour, ils ne puissent pas commettre d'abord des violations et que lorsqu'ils sont victimes de violations, qu'ils aient les moyens pour défendre leurs droits. Cette rencontre de Sibi doit, en termes clairs, être un espace de dialogue et de concertation sur les difficultés qui entravent la mise en œuvre correcte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les participants seront désormais outillés pour apporter leur contribution à la promotion de ces droits humains dans notre pays. La section nationale des mines et des industries dénonce le licenciement illégal de certains de ses militants. Il s'agit d'environ 500 travailleurs repartis entre la société Total Mali, Yatela SA et Sahara Mine de Tchefala. Au cours d'une conférence de presse, les leaders syndicaux ont demandé l'élaboration d'un plan social d'accompagnement. Conférence de presse suivie par Agali Aguissa. Les leaders de la section nationale des mines et des industries sont affiliés au syndicat national des commerçants détaillants du Mali. Ils ont choisi de se fier aux hommes de médias pour des raisons fondamentales. Notre objectif principal, c'est d'informer largement l'opinion nationale et internationale autour des 2 problèmes principaux. La fermeture éventuelle de la mine d'or de Yatela SA. Ensuite, de vous informer de la manière avec laquelle nos camarades dans les sociétés de sous-traitance de Total et dans la société mère de Sahara Mining ont été licenciés. Selon les conférenciers, les motifs d'arrêt de travail varient d'une entreprise à une autre. Au niveau de la mine de Yatela, en première région, plus de 400 travailleurs devront cesser le travail suite à la suspension des activités sur la carrière et le transport des minerais, prévu le 30 septembre. Les sociétés Total Mali et Sahara Mining ont quant à elles licencié environ 60 travailleurs pour leur implication dans des activités syndicales. Au niveau de Total Mali, ils sont à une bonne cinquantaine, 52, 53 pour être plus précis. Et au niveau de Sahara Mining, c'est 5 de nos camarades qui ont été licenciés. Nous voulons tout simplement que les dispositions légales en la matière soient tout simplement, préservées. Nous avons émis des doléances concernant les travailleurs. Il y a le plan social qui devait être négocié avec la société mère. Nous voudrons bien que ces négociations futures qui vont bientôt s'ouvrir se fassent avec beaucoup de responsabilité. Le secrétaire général de l'INTEM, Siaka Diakité, a affirmé le ferme soutien de son syndicat à ces doléances. Il a souligné que les entreprises ont obligation d'élaborer un plan social d'accompagnement des travailleurs en arrêt d'activité, ajoutant que le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs. Prestation de serment à la Cour suprême, 6 inspecteurs de l'artisanat et du tourisme ont prêté serment. C'était au cours d'une audience solennelle. Vous voyez sur ces images, ils ont juré de remplir fidèlement leurs fonctions et de l'exercer en toute impartialité. Ils auront pour mission de contrôler le fonctionnement du département de l'artisanat et du tourisme, de veiller également au respect et à l'application des dispositions législatives et réglementaires.
Après la lecture de l'acte du décret, les agents ont été renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, c'est quelques communiqués avant de refermer définitivement ce journal. Le commandant de la compagnie de la circulation routière porte à la connaissance des usagers de la route qu'en raison de la cérémonie d'investiture du président de la République prévue jeudi 19 septembre au stade du 26 mars, la circulation sera perturbée dans le district de Bamako de 7h30 à 18h 18h plus particulièrement sur les axes conduisant vers le pont FAD. Le commandant de la circulation routière compte sur la compréhension de tous. Dans le cadre des préparatifs de la commémoration de la fête de l'indépendance et de la cérémonie de prise d'armes du 22 septembre, le bureau de l'amicale des anciens du service national des jeunes invite tous les anciens du service national des jeunes résidant à Bamako et à Kati à la reprise des exercices de défilé demain, mercredi 18 septembre à partir de 16h30 dans l'enceinte du SNJ à Djikoroni. Les anciens du service national des jeunes des régions et cercles prendront attache avec les autorités militaires et respectives. À suivre après ce journal, le 13e anniversaire de Cybernétique, une émission spéciale qui vous propose des reportages inédits et plein de surprises. Ce numéro sera marqué aussi par la remise d'ordinateurs et beaucoup d'autres cadeaux aux lauréats du concours annuel de Cybernétique. C'est une présentation de Ibrahima Traoré. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, l'information reprendra ses droits quand il sera 10h et 13h avec Aïssata Ibrahima Meiga et s'il plaît à Dieu, Ndei sera là. D'ici là, visitez notre site internet www.ortm.ml.